c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter la conférencière de ce soir, Madame Nelly Hanna, qui est professeure des universités, professeure à l'université américaine du Caire, à l'AUC, American University in Cairo. Madame Hanna a un lien ancien avec la France, avec les travaux des historiens français sur l'Égypte et en particulier l'Égypte de l'époque ottomane. Et je voudrais d'abord commencer par cela. Rappelez que Madame Hanna a été l'élève d'André Raymond, disparu il y a maintenant un peu plus de 4 ans, avec qui elle a commencé à travailler sur une période qui, jusque-là, avait été plutôt négligée, voire très négligée, dans l'historiographie du Proche-Orient et de l'Égypte en particulier, à savoir l'époque ottomane. Et c'est donc avec André Raymond que Mme Hanna a commencé à travailler sur l'époque ottomane et d'abord sur le quartier de Boulaq, ancien port devenu quartier industriel du Caire, à l'ouest du Caire. C'est également sous la direction d'André Raymond qu'elle a entrepris une thèse de doctorat d'État qu'elle a soutenue en 1988, à une époque où la thèse était une entreprise de très longue haleine, des doctorats d'État, soutenue en 1988 à l'université de Provence, Aix-Marseille. Et donc, vous voyez un lien depuis maintenant plus de 20 ans avec l'université française. En 1998, elle a d'ailleurs été également professeure invitée à l'École des hautes études en sciences sociales. Et on voit comment ses présences en France ont jalonné également son parcours jusqu'à aujourd'hui. Elle nous fait donc l'honneur de venir parler ce soir. Elle a déjà parlé aujourd'hui, elle est intervenue dans une table ronde ce matin consacrée à Travailler en ville, une autre histoire des sociétés urbaines du monde arabe, et ce qui nous permet déjà de voir quelles sont les questions, quelles sont les entrées de Madame Nelly Hanna dans l'histoire ottomane. Alors, je vais aller très vite sur son œuvre, mais quand même pour dégager, disons, les grandes inflexions. Un travail qui a commencé d'abord en histoire urbaine, qui s'est poursuivi sur l'habitat de la classe moyenne kérote, tel que les archives de l'époque ottomane permettent de la documenter, de documenter ses façons de vivre en ville. Et ça a donné ce livre important, publié à l'Institut français d'archéologie orientale, Habiter au Caire. La maison moyenne et ses habitants au XVIIe et XVIIIe siècle. De ce travail sur la classe moyenne égyptienne, Madame Nelly Hanna n'a pas cessé de le mener jusqu'à, il y a encore quelques années, en 2003, un ouvrage sur l'histoire culturelle de la classe moyenne kérote du XVIe au XVIIIe siècle. Mais le champ principal qu'elle a investi par ses travaux, par ses nombreux articles et par ses ouvrages, c'est celui d'une histoire économique adossée à une étude archivistique du commerce depuis le Caire. Cela a donné en particulier en 1998 un ouvrage consacré à la vie d'un grand marchand égyptien, Ismaïl Aboutekiya, et à travers lui, sur ce milieu des grands négociants du Caire, ouvrage intitulé Making Big Money. Au fond, le propos de ce soir, sans vouloir évidemment le dévoiler, le propos de ce soir, de cette conférence intitulée L'artisanat au Caire et le commerce mondial, 1600-1800, s'inscrit dans cette perspective-là, avec cette fois-ci une dimension globale. Une dimension globale à laquelle, comme vous le savez, les historiens sont de plus en plus sensibles depuis maintenant 15-20 ans. Cette World History qui a donné des travaux novateurs, nombreux, et qui surtout permettent de repenser les équilibres du monde à la période moderne, au moment où le monde se boucle, au moment où le monde se mondialise. Et sans vouloir anticiper sur ces propos, c'est justement de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de penser autrement l'histoire du monde que depuis l'Europe, par l'aventure européenne, justement en décentrant le regard, en recentrant le monde sur d'autres points de gravité, et en particulier le Caire et l'Égypte. Je lui cède immédiatement la parole. Merci beaucoup.
J'ajoute simplement une petite modification dans le titre parce que je vais parler de l'artisanat et des artisans qui évidemment sont très importants dans notre histoire sur cette période. Donc, comme on vient d'entendre, la question que je vais poser tourne autour de quel est le rôle des artisans et de l'artisanat dans un commerce mondial à un moment où on ne pense qu'aux grands commerçants étant impliqués dans ce commerce. Alors, la question que je vais essayer de poser et de répondre est de voir si on peut trouver un rôle pour l'artisan avec le commerçant. Donc, la période sur laquelle je travaille, le commerce international ou le commerce mondial était en grande expansion pendant ces 2 siècles grâce à l'ouverture de nouvelles routes maritimes qui lient des régions très distantes les unes des autres de façon régulière. Ainsi, les circuits commerciaux s'élargissent et le volume de marchandises échangées s'agrandit. Les produits de l'Inde se vendent en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Et ceux de l'Empire ottoman trouvent un marché aussi bien en Asie qu'en Europe et en Amérique. C'est donc une période d'un grand essor commercial qui touche nombreuses parties du monde. Ma présentation aborde ce sujet en passant de l'échelle mondiale à l'échelle locale, soit celle du Caire, et en passant aussi de l'échelle des grands personnages, c'est-à-dire les commerçants, à celle des gens ordinaires, puisque nous considérons les artisans comme étant des gens ordinaires. La question à laquelle je vais essayer de répondre est de voir quelle est la place des artisans et de l'artisanat du Caire au XVIIe et XVIIIe siècle dans ce contexte d'un essor commercial mondial. Il est évident que lorsqu'on parle de commerce, c'est avant tout aux commerçants que l'on pense. Ils étaient les premiers à bénéficier de cet essor, aussi bien dans les villes européennes que celles des Indes et du Moyen-Orient. Un peu partout au monde, des commerçants bénéficiant de cet essor accumulent des richesses et de la notabilité. Ainsi, les noms des plus grands d'entre eux nous sont parvenus, par exemple les Fugger d'Augsbourg en Allemagne au XVIe siècle, Cavignac à Bordeaux au XVIIIe, et plus à l'est, Molla Fakhreddin à Surat au XVIIIe et la famille Charaibi au Caire également au XVIIIe siècle. Les membres de cette famille, comme celle de beaucoup d'autres commerçants au Caire, devaient leur prospérité en premier lieu au commerce du café qui venait du Yémen et qu'ils acheminaient un peu partout au monde, et le commerce des tissus indiens pour lequel la demande mondiale connaît une croissance considérable. Voici donc pour ce qui est du commerce mondial entre 1600 et 1800 par rapport aux grands commerçants. Mais pour ce qui est du rapport entre commerce et artisanat, le lien est moins évident. Ceci pour diverses raisons. Alors que les commerçants avaient d'importants réseaux avec les agents un peu partout, dans les ports et dans les villes où étaient destinées leurs marchandises, les artisans, au contraire, étaient plutôt sédentaires. En outre, les artisans menaient leur travail dans un espace géographique restreint. Une liste de corporations de métiers établie en 1801 et publiée par André Raymond à la suite de l'expédition de Napoléon en Égypte mentionne par exemple certaines corporations dont l'activité se limite à un quartier en particulier, par exemple des vendeurs de caisses au quartier Azhar, les ouvriers qui fabriquent des clous au quartier Bab el-Shariya. En outre, la production artisanale était plutôt restreinte en quantité, étant donné que la plupart des artisans travaillaient dans des ateliers de petite taille. Ils produisaient pour un marché restreint. Enfin, l'artisan disposait d'un petit capital, ce qui limitait le volume de sa production. Il ne disposait pour la plupart que d'un équipement assez simple. Ces divers facteurs ne permettent donc pas à l'artisanat d'avoir une grande présence dans le commerce mondial ou bien le limitent considérablement. Ce n'est pas tout, car d'autres restrictions pesaient sur l'artisanat, notamment par les corporations de métiers auxquelles appartenaient la plupart des artisans. Il y avait au XVIIIe siècle à peu près 250 ou un peu plus de corporations qui réglaient le travail artisanal et qui assuraient la liaison entre artisans et autorités politiques, surtout pour la collection des impôts.
Ces structures aussi imposaient certaines règles que les membres devaient suivre, dont certaines avaient comme résultat des restrictions sur les activités de leurs membres et qui limitaient les initiatives personnelles au profit de la collectivité des membres d'une corporation. Le chef de corporation, le cheikh, veillait à ce que les intérêts collectifs de la corporation étaient respectés et décourageait la compétition. À ce but, par exemple, on fixait les prix des produits qu'il fabriquait. Il ne fallait pas vendre à un prix trop bas pour ne pas nuire aux intérêts des collègues. Également, pour ne pas nuire aux intérêts collectifs des membres d'une corporation, on pouvait limiter le nombre de personnes qui entraient dans la corporation ou même le nombre de personnes qui exerçaient un certain métier. La corporation pouvait ainsi régler les endroits où les artisans exerçaient leur métier, ainsi l'endroit où ils pouvaient le vendre. Tous ces facteurs ont eu pour résultat de limiter la production et de limiter la marge de profit que pouvait gagner l'artisan. En gros, cette situation existait au Caire comme à Damas, à Jérusalem, à Alep. Elle n'est donc pas particulière au Caire. Étant donné cette situation, peut-on parler d'un lien entre artisanat et commerce mondial? Y a-t-il une place pour les artisans lorsque nous écrivons une histoire de ce commerce? En d'autres termes, peut-on essayer de passer de la strate la plus élevée, celle des commerçants, à une strate sociale moindre, soit celle des artisans, pour essayer de voir si ceux-ci ont participé dans le commerce mondial? Cette question nous permet d'aborder l'histoire du commerce mondial comme une histoire, ce qu'on appelle en anglais « history from below », je n'ai pas trouvé une traduction française, c'est-à-dire une histoire non seulement des grands négociants, mais une qui prend en compte aussi l'artisan et l'artisanat, soit une histoire qui va au-delà des élites et tient compte des gens ordinaires. C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans le temps qui me reste. Pour ce qui est de la plus grande partie des métiers au Caire, la réponse est négative. La plupart des artisans de la ville ont été peu touchés par le commerce mondial. Tous les petits travaux qui se faisaient de façon quotidienne pour subvenir aux besoins d'une population urbaine, le nécessaire domestique, les ustensiles de cuisine, par exemple les fabricants des denrées alimentaires, les fabricants qui faisaient des petits objets, tels les artisans qui fabriquaient des pipes, les menuisiers, les artisans qui fabriquaient des clous, qui fabriquaient des bougies, des miroirs et beaucoup d'autres choses. Tous ceux-ci ont été peu touchés par l'expansion du commerce mondial et leur activité restait en grande partie localisée. Le commerce mondial n'avait pas changé leur travail ou leur vie quotidienne. Les exemples que je viens de citer représentent une grande partie de l'artisanat du Caire. Cependant, il existait des exceptions, soit des artisans dont la situation était bien différente, et ceci à plusieurs niveaux. Je me réfère plus particulièrement aux artisans dont l'activité était liée à la fabrication de tissus, car pour eux, la situation était différente, comme je vais essayer de le montrer. La fabrication de tissus est une industrie importante au Caire. Comme l'a montré André Raymond, il existait à peu près 12 à 15 corporations de métiers et environ 12 000, à peu près 12 000 artisans dont le travail était lié à une étape ou à un type de tissu. Il existait un marché mondial important pour les tissus égyptiens et l'artisanat lié à la fabrication de tissus connaît une expansion importante, surtout au XVIIIe siècle. Le trajectoire de cet artisanat se développe donc dans une autre direction, un peu différente de celle de la plupart des autres artisans. En outre, c'est un artisanat qui aura un impact significatif sur le développement de l'industrie au XIXe siècle sous le règne de Mohammed Ali. On peut imputer cette trajectoire à 2 ou 3 facteurs. Le premier facteur est qu'il y avait un grand marché international pour le tissu, qui va au-delà des tissus fabriqués au Caire ou en Égypte.
En fait, durant le XVIIe et le XVIIIe siècle, le tissu est parmi les marchandises les plus importantes dans les échanges mondiaux. Les cotonnades fabriquées en Inde, les soies chinoises, ainsi celles de la Perse, font le tour du monde, aussi bien en Orient qu'en Occident. Les cotonnades imprimées ou peintes sont, surtout au XVIIIe siècle, à la mode un peu partout et la demande mondiale connaît une énorme expansion. Quelle est la part du Caire dans ce commerce ? Les sources dont nous disposons, aussi bien les archives de tribunaux du Caire que les sources françaises telles les rapports de consuls qui se trouvent à Marseille et évidemment la description de l'Égypte composée par les savants venus avec Napoléon, tous confirment qu'il y a eu une grande demande dans le marché international pour les tissus égyptiens. Et surtout les travaux de André Raymond nous ont montré que ces tissus étaient exportés au sud vers le Sahara, vers le Mali, en Afrique du Nord, en Europe par l'entremise de commerçants français qui les achemiнаient à diverses destinations, en diverses parties de l'Empire ottoman et par les navires de la mer Rouge vers l'Arabie et le Hégaz. Et ce qui est nouveau pour cette période, une partie de ces tissus fabriqués au Caire que les commerçants français achetaient étaient destinés pour les Caraïbes, pour l'habillement des esclaves de cette région sous domination française. La question qui se pose est de savoir comment l'artisanat du Caire a pu pénétrer ce marché malgré une compétition importante, surtout des tissus qui venaient de l'Inde. Une explication qui nous aide à comprendre, c'est qu'il y avait une très grande diversité dans la production des tissus. Les artisans du Caire produisaient des lainages, de la soierie, du lin et du coton. Il y avait également une grande diversité dans la qualité de ces tissus. Par exemple, il existait des fabriques de tissus, de tapis de très grande qualité, ceux qui sont aujourd'hui connus sous le nom de tapis mamelouk, mais qui en fait étaient produits au XVIe et XVIIe siècle. Ces tapis avaient une réputation un peu partout, en Europe et à Istanbul. Ils étaient envoyés à Istanbul pour garnir le palais impérial du sultan, ainsi que les grandes mosquées telles la Solimaneya. Et les tisserands de ces tapis étaient connus pour leur habileté. L'un d'eux a voyagé à Venise pour tapisser un tapis de très grande valeur qui existe toujours. La réputation de ces artisans était telle que le sultan Mourad III, mort en 1595, a ordonné que l'on envoie du Caire à Istanbul 11 tisseurs de tapis avec leur matériel pour tisser des tapis là-bas. Cette production est donc un exemple d'un produit de grand luxe. À l'autre extrême, on trouve une production de tissus de qualité très modeste, des toiles grossières, soit des toiles de bon marché, non colorées. Et ceci était très demandé dans le marché international aussi. Ces toiles grossières sont portées par des populations modestes, en Italie, à Gênes, aux Caraïbes, comme je viens de le mentionner, en Arabie et dans l'Empire ottoman. Soit il s'agit d'énormes quantités dont une partie était tissée au Caire. Ces tissus qui sont peu connus aujourd'hui car ils ne font pas partie des collections de musées, étant donné que leur beauté n'est pas leur premier atout et qu'ils ont mal survécu. C'est surtout sur le plan purement économique qu'ils sont d'une grande importance pour deux raisons. D'une part, ils sont fabriqués en grande quantité. Lorsque les sources nous font savoir qu'ils étaient le vêtement des esclaves des Antilles ou l'habillement des marins en Gênes, il ne s'agit pas des pièces luxueuses et singulières, mais d'une grande production. D'autre part, on peut considérer ceci comme un précurseur de l'industrie de production de masse, mais produit avec un équipement traditionnel, sans machine et sans fabrique. Un troisième facteur a permis à l'artisanat du Caire de pénétrer le marché mondial. Il y avait parmi les artisans du Caire une très grande connaissance de la teinturerie. Les savants de l'expédition de Napoléon l'ont bien noté, à quel point les teinturiers étaient habiles à colorer les tissus en diverses couleurs. Un de ces savants, Claude-Louis Berthollet, se rendait dans les teintureries du Caire pour se rendre compte que la façon
qu'on utilisait le caltame pour colorer les tissus en rouge, en rose et en jaune. Il faisait également des notes sur la façon qu'on utilisait le séné comme une teinture et beaucoup d'autres plantes et herbes dont ils ont fait note. Et c'est une source très importante pour nous pour savoir quels étaient les points forts de cette production. Avec cette connaissance de la façon de teindre le tissu, l'artisanat textile du Caire a pu pénétrer le marché mondial en produisant les contredantes à la mode qui étaient décorées des dessins à l'indienne, soit les tissus bien connus qu'on appelle aujourd'hui les indiennes. Ils sont bien connus en France, car à Marseille aussi, on a essayé d'imiter les indiennes pour limiter leur importation du Levant. À ce but, les artisans créent de nouvelles corporations de métiers dans la spécialisation et la fabrication des tissus à l'indienne, et on voit également apparaître nombreux ateliers qui se spécialisent pour imprimer ces tissus. C'est ainsi que les tissus fabriqués au Caire ont pu pénétrer le marché mondial. Mais il y a également eu un impact de ce lien entre artisanat et commerce mondial sur la scène locale qu'on peut voir sur la ville, sur le tissu urbain et sur la structure sociale du Caire. La pénétration d'un marché mondial a eu des conséquences sur la scène locale. Elle implique une expansion considérable de la production de tissus, mais évidemment, tout ce tissu n'était pas fait au Caire même, puisqu'il y a des tissus fabriqués dans de nombreux centres un peu partout en Égypte. Mais pour ce qui concerne le Caire en particulier, on peut constater quelques conséquences de cette expansion. Premièrement, l'expansion s'inscrit sur la géographie urbaine. La carte du Caire qu'on trouve dans la description de l'Égypte nous montre combien étaient nombreux les ateliers de tissage, les ateliers d'impression de tissus, les teintureries, aussi bien que les centres de vente de ces tissus. Plus particulièrement, on voit un quartier qui est presque né à cette époque et qui se spécialisait très particulièrement dans la production de tissus. C'est le quartier c'est le quartier au nord de l'Ezbekeïa, Belket el-Ezbekeïa, quartier qui fut créé à la fin du XVe siècle, là où se trouvaient des champs. Par la suite, les grands émirs construisirent leur palais autour de Belket el-Ezbekeïa et un quartier riche se développe au sud et à l'est. Ce n'est qu'après un certain temps que se développe le quartier à l'ouest de l'Ezbekeïa, un quartier nouveau, et c'est là qu'on trouve un grand nombre de tisseurs et d'ateliers de tissage au XVIIIe siècle. Non seulement ils s'urbanisent, mais nombreux tisseurs ont leur atelier de tissage. Le quartier contient des marchés pour la vente de tissus, aussi bien que pour les matières premières comme le coton et le lin dont ont besoin les ateliers de tissage. Et ceci est marqué par le nom des rues et des places, Midan el-Otn, Seket el-Otn, etc. Il y a plein de noms qui indiquent que ce quartier se spécialise dans la fabrication de tissus. L'expansion, donc l'empreinte de ce lien entre artisanat et commerce mondial, est inscrite dans les espaces urbains. Ce n'est pas tout. L'expansion se transcrit également dans la structure sociale. André Raymond montre dans ses études des commerçants et artisans du Caire au XVIIIe siècle que les artisans de textile étaient parmi les plus prospères artisans de la ville. Selon les registres d'après-décès, il laissait en moyenne entre 1679 et 1700 un héritage d'environ 50 000 nosfefades, c'était la monnaie en argent de l'époque. Et ils étaient plus confortables que presque tout autre artisan, à l'exception des artisans qui fabriquaient le sucre, une autre denrée qui avait un grand marché international. Donc leur placement tout en haut de la hiérarchie des artisans était en partie dû aux conditions du commerce international auquel ils participaient.
Il reste cependant certains aspects qui posent problème. On se demande par exemple comment s'opère cette augmentation de production dans le contexte des corporations de métiers qui découragent l'innovation, qui limitent le nombre de personnes exerçant un métier et qui restreignent le bénéfice que peut faire l'artisan. La réponse est que bien que la corporation de métiers continue à exister et maintient un rôle important dans la vie des artisans, on constate que certains changements commencent à pénétrer tout particulièrement dans les métiers liés au textile. Par exemple, alors que l'artisanat traditionnel se passait dans des petits ateliers de 3 ou 4 personnes, avec l'accroissement de la demande et la nécessité de produire des quantités relativement grandes, certaines de ces corporations commencent à adapter leurs pratiques aux nouvelles conditions de façon à ce que le travail soit plus rationalisé et plus efficace. Par exemple, en 1780, une de ces corporations spécialisées dans l'impression de tissus crée un nouveau système de travail. Elle exige que tous les artisans de cette corporation, évidemment ils ne sont pas très nombreux, sont tenus de travailler dans un seul endroit. Le règlement leur interdit de travailler dans un atelier particulier. Ce système a l'avantage d'une plus grande uniformité dans le travail. Il peut garantir un plus grand volume de production puisqu'il permet de gagner du temps. C'est donc un modèle plus efficace. Un autre exemple de changement qui pénètre les corporations de métiers de tissu. Pour ce qui concerne les métiers de l'impression du tissu, on voit de nouvelles corporations qui se forment. Il y a un exemple en 1671, un autre en 1707. Ils se spécialisent tout particulièrement dans l'impression des tissus à la manière indienne, qui était très à la mode dans le marché mondial. Très clairement, c'est la manifestation de l'expansion de cette activité en vue du marché mondial pour ce type de tissu très à la mode. Finalement, pour faire face à ces conditions nouvelles, les corporations de métiers liés au tissu font des modifications dans les règlements. Alors que nombreuses corporations de métiers limitaient le nombre de personnes pouvant la pénétrer, en ce qui concerne les corporations liées au tissu, la situation est un peu différente. On constate une certaine facilité dans l'accueil des nouveaux venus. Par exemple, un certain nombre d'étrangers, des tisseurs de Diyarbakr, d'Alep, des Arméniens arrivant au Caire pénètrent les corporations. Ils viennent donc apporter une expertise en matière. Excusez-moi. Il y a donc un impact réciproque à plusieurs niveaux entre ce qui est local et ce qui est global. Les tissus locaux ont réussi à habiller des groupes sociaux d'une grande diversité, des dames de société à Istanbul, à Amsterdam et à Paris, aux esclaves, aux Antilles et les marins de Gênes. La demande mondiale pour ces tissus a eu un impact sur l'artisanat local, sur la manière de travailler, sur l'organisation des corporations. Les règles relativement flexibles qu'ils appliquaient ont permis d'augmenter aussi bien la variété de tissus que le volume de produits. Malgré ces changements et les adaptations qui ont eu lieu dans le milieu de l'artisanat de tissus, que ce soit dans le volume de production ou dans la façon de s'organiser, d'autres aspects de la structure artisanale n'ont pas été touchés. En outre, il semble que le rôle de la corporation de métier ne soit pas amoindri. Sa structure est maintenue. Le rôle du chef de corporation ne semble pas avoir connu de changement radical. On peut donc penser qu'il s'agit d'un système devenu un peu hybride, dont certains aspects sont liés aux grandes transformations mondiales de l'époque, alors que d'autres aspects maintiennent le système traditionnel qu'ils partagent avec toutes les autres corporations. En d'autres termes,
Leur développement suivait une trajectoire un peu différente de celui de plusieurs, sinon pas la majorité, des autres artisans et corporations. Plus rapide, plus conforme aux développements régionaux et mondiaux. On peut conclure donc que l'artisanat au cœur du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle a eu une double histoire ou une double trajectoire. Une histoire qui bouge avec des rythmes différents. Leur parcours se développe différemment. Sur le plan local, ce développement que nous avons décrit eut d'autres conséquences. Les artisans du textile sont à l'avant-garde de l'artisanat, sur le plan de leur corporation et sur le plan de leur organisation. Avant-garde en ce sens que l'artisanat du XVIIIe siècle a contribué au développement du XIXe siècle. Si au XIXe siècle, Mohammed Ali a entrepris une politique d'industrialisation, ce n'est pas un hasard qu'il a concentré ses efforts sur l'industrie du textile en établissant des fabriques de tissage, de teinture, de lainage, d'impression. Le terrain était propice pour une telle entreprise. La main-d'œuvre qualifiée était disponible. Les marchés extérieurs avaient déjà été creusés. C'est-à-dire l'artisanat du XVIIIe siècle peut être considéré comme un des précurseurs des développements qui ont suivi alors du XIXe siècle, un fait qui n'est pas toujours reconnu. Pour conclure, l'artisanat du textile connaît des changements radicaux au XIXe siècle qui vont basculer le mode de production pour des raisons je pense, sont bien connus, mais je vais simplement énumérer. Premièrement, le développement de l'industrie capitaliste en Angleterre et en France, à la recherche de marchés pour leurs produits et des matières premières pour leurs fabriques. Un second point, le développement de la colonisation et de l'impérialisme donne la possibilité aux grandes puissances d'intervenir dans les taux de douane, dans les produits qu'on a le droit d'importer ou ceux qu'on peut exporter. Tout ceci a eu un impact sur l'artisanat du tissu au XIXe siècle et les artisans vont voir un appauvrissement considérable. Mais en même temps, des efforts multiples de leur part sont évidents pour leur suivi et pour la survie de leur artisanat, mais ceci, c'est un autre sujet qui mène à d'autres horizons. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette magnifique plongée dans le milieu des artisans du Caire au XVIIIe siècle et dans ce laboratoire des transformations à la fois techniques et sociales avant la grande transformation du règne de Mehmet Ali au XIXe siècle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, peut-être pour lancer la réflexion et le débat. Une question que je voulais vous poser. On sait en tout cas dans d'autres contextes que les femmes jouaient un grand rôle dans les différents métiers du textile. Qu'est-ce qu'il en est dans ces milieux des artisans du Caire, des artisans du textile au XVIIIe siècle? Que sait-on du travail féminin? On n'en parle pas beaucoup, mais on sait qu'il existe. Il existe surtout dans le filage. C'était presque totalement un métier de femme. Mais ça ne se faisait pas dans l'atelier, ça se faisait à l'intérieur de la maison. Et donc, elles n'ont pas de présence, par exemple, dans les corporations. On n'en parle jamais, elles ne sont pas là. Il n'y a pas une corporation pour le filage, que je sache. Donc, ils existent bien, mais d'une façon très, très, très discrète. Vous aviez développé ce matin
comment on récoltait des taxes auprès des foyers parce qu'on savait que les femmes travaillaient et produisaient à l'intérieur des maisons. Je pense que ça se passait à Tunis. Je ne crois pas que ça se passait de cette façon au Caire. Je n'ai pas vu une collection de taxes sur les maisons. À un moment donné, il y a eu un gouverneur qui a essayé d'imposer une nouvelle taxe sur les maisons, mais ça, c'était indépendamment des textiles, et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu une grande révolte. Mais ceux auxquels vous vous référez étaient appliqués à Tunis, si je me rappelle bien. Monsieur Darmoul, j'ai 2 ou 3 questions, s'il vous plaît. Je garderai la question la plus difficile à la fin. Vous avez parlé du lin, de véritables quartiers pour les clous, et vous avez parlé de toiles grossières. Les clous, c'est pour qui? Et je rajouterai une question d'ensemble par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport au lin, par rapport aux toiles, par rapport aux clous. Est-ce qu'il existe des corporations, des textes qui le montrent, pour la batellerie du Nil, pour les bateaux du Nil, et éventuellement les bateaux de mer, quels qu'ils soient d'ailleurs? Alors la question difficile, c'est évidemment, quand on est au XVIIe, XVIIIe, on a plus de perception de comment les choses se passent au niveau des corporations. Mais pour le Moyen-Âge, bien sûr, ça représente un schéma d'études qui permet d'être utilisé pour le Moyen-Âge. Mais d'après votre expérience et tous les documents que vous avez pu compulser, est-ce qu'il y a de grandes différences avec le Moyen-Âge, les corporations du Moyen-Âge dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on ne sait pas grand-chose à part lire les livres de Hesba? Merci. Malheureusement, il n'y a pas... Nous avons pour l'époque ottomane des registres de tribunaux qui sont très, très riches comme source pour l'étude des artisans et des corporations. Des documents de tout genre, par exemple, comment élire son shir, quels sont les règlements de la corporation, quels sont les problèmes entre les membres de la corporation, ils vont au tribunal pour essayer de résoudre des problèmes. Donc, il y a toute une variété de documents qui peuvent nous renseigner sur la façon dont cette corporation est vécue par ses membres. Il n'y a rien d'équivalent pour la période avant ça. C'est ça un peu le problème. Évidemment, il y a les livres de Hesba. Il y a des références dans les chroniques à certains artisans. Je veux dire, il y a des références aussi littéraires, mais ce n'est pas équivalent au type de documents que nous avons pour le 16e, 17e, 18e siècle. Donc, c'est très difficile de comparer. En gros, la plupart des personnes qui ont étudié cette question pensent qu'il n'y avait pas de corporation avec ce même sens que nous connaissons pour le 16e siècle. Et qu'il y avait un genre un genre d'association entre artisans, mais qui n'avait pas tout à fait cette forme ni cette structure qui a plus tard évolué vers le XVIe siècle un peu partout dans le monde ottoman. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce qui est de cette comparaison entre, disons, 14e et 16e. Il y a peut-être un type d'association, mais probablement il n'a pas cette forme structurée comme nous la connaissons, qui existait au 16e et 17e et 18e. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, l'autre question, c'était à propos du lin. Pour la marine,
Je ne crois pas qu'il y ait eu d'études sur Alexandrie et Rosette sur cette question, donc c'est difficile de vous répondre. Pour le Caire, évidemment, le transport par bateau était très important, c'était essentiel pour le transport de marchandises de Haute-Égypte en Basse-Égypte et du Caire vers les ports de Alexandrie, et Damiette et Rosette. Et il y avait, oui, des corporations de gens de bateaux, mais également, je ne peux pas vous dire beaucoup plus parce qu'il y a des références, mais je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de travail sur ce sujet. Il y avait une troisième question? Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'ils étaient assez loin du port. Il y avait un port à Misr el-Edima, il y avait un port à Bolet, et la corporation des gens qui fabriquaient des clous se trouvait au Azhar. Donc c'est assez loin, et probablement ces clous étaient utilisés pour la construction. Je veux dire pour faire, oui, pour des portes et des fenêtres, pour le bâtiment. Je vous remercie pour votre exposé. J'ai une question très profane justement sur la production de textile à l'époque et l'ouverture à un marché mondial. Est-ce qu'à un moment les corporations se sont liées au textile, se sont rendues compte d'une répartition dans ce qu'elles produisaient entre le commerce extérieur et l'intérieur, enfin le fait d'habiller des Égyptiens ou de s'occuper de la pâtellerie, etc. Et est-ce que ça a modifié, je ne sais pas, par exemple, les prix ou la production à destination du commerce purement égyptien? Je n'ai pas tout à fait... Vous pouvez redire votre question? Oui, je voudrais savoir s'il y a eu des modifications dans cette production textile entre ce qui était destiné au commerce extérieur, justement, et au commerce vraiment égyptien. Des modifications dans les prix ou dans la fabrique, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu des modifications en ce sens qu'on voit une production très importante des tissus qui ont un marché extérieur. Ces toiles, ce que les sources appellent toiles grossières. On ne sait pas exactement c'est quoi. Parfois c'est du coton, parfois c'est du lin. Mais on n'a pas dans les musées des exemples de ces toiles grossières. Et elles sont fabriquées en telle grande quantité que ça doit être fabriqué spécialement pour le marché extérieur. Il n'y a pas d'autre solution, je veux dire, il n'y a pas d'autre explication pour cette énorme quantité de tissus fabriqués. Donc, on fait le lien entre ce qui est fabriqué et le fait que ces toiles grossières, très souvent, on a pensé que c'était un signe de déclin. Le fait de produire des toiles grossières était un signe du déclin de la production textile. C'est enfin ce qu'écrivent ceux qui travaillent sur l'histoire de l'art. Les personnes qui travaillent sur l'histoire du textile, Mamlouk par exemple, ont des exemples très, très, très jolis et de très grande qualité de tissus Mamlouk. Les tissus Mamlouk, on les trouve dans les musées parce qu'ils sont excessivement beaux et bien faits et riches et ils sont de très grande qualité. Alors, au XVIIe et XVIIIe siècle, au contraire, il y a une énorme production de tissus qui ne sont ni beaux, ni jolis, ni on peut les mettre dans les musées, c'est très intéressant de les regarder parce que c'est sans décor et ce n'est probablement pas teint, pas de teinture donc. Et leur seul atout, c'est qu'ils sont relativement solides et ils sont peu chers. Donc, on peut les acheter pour habiller des gens très modestes. À mon avis, ça, c'est quelque chose de très nouveau, qu'on puisse fabriquer de telles quantités qui peuvent être exportées pour des gens pauvres. D'habitude, on pense que ce commerce international était seulement pour les choses de grand luxe. En fait, ce qui se passe là avec les tissus, que ces toiles grossières, les sources françaises se réfèrent tout le temps à ces toiles grossières.
peut-être, c'est ça à faire, je pense, c'est le manque de couleur et c'est pas très joli probablement. Mais j'ai lu quelque part dans une de ces sources que c'était, à comparer avec l'équivalent en Inde, c'était de très bonne qualité en ce sens que c'était durable et c'était flexible. Donc cette énorme production de tissus ordinaires et des toiles grossières, je crois que c'est une étape importante dans la production de tissus. C'est une étape importante dans l'industrie aussi. Parce que qu'est-ce que l'industrie du 19e siècle? En quoi ça diffère? Ça diffère en fait du fait qu'il y a des machines. Mais en fait, ils voulaient aussi ce grand marché. Ils voulaient aussi exporter, je veux dire, la politique de Mohammed Ali était aussi de trouver des marchés où on pouvait, évidemment avec des tissus faits à la machine, on pouvait exporter en grande quantité à des marchés très divers. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, au sujet des communautés d'artisans, est-ce qu'il y avait une division entre les communautés religieuses et ethniques? Je veux dire, est-ce que certains artisanats étaient faits par les chrétiens, certains étaient faits par les musulmans, certains par les juifs, ou par des... Voilà. Merci. Il n'y a pas de réponse très claire. Pour ce qui concerne ce tissu qui est devenu très à la mode, les indiennes, les toiles imprimées, comme il y avait déjà une industrie de toiles imprimées très importante en Anatolie et les villes de Syrie, il y a des références assez nombreuses de Syriens et d'Anatoliens, des gens de Diyarbakr, comme je mentionnais, d'Alep, des chrétiens donc, qui viennent au Caire. Et je sais, c'est pas très clair pourquoi, parce que là aussi ils exportent des tissus en Europe. Mais en tout cas, ils viennent au Caire, c'est selon nos sources, et soit ils forment des corporations, soit ils s'intègrent dans les corporations qui existent déjà. Mais je pense que ce n'est pas à cause de la religion, c'est plutôt à cause du marché mondial. C'est un type de tissu en expansion. À part ça, on ne voit pas très bien des différences. Je veux dire, je n'ai pas vu des chefs de corporation chrétiens ou juifs, mais je pense qu'il y avait beaucoup de tisseurs chrétiens et juifs. Et le quartier que je viens de mentionner, à Bab el-Sharia, c'est un quartier où il y avait énormément de Coptes. Et énormément de ces Coptes travaillaient dans le tissu. Ça, on sait. Mais comment ça s'articule avec la corporation, ce n'est pas très clair. Il n'y a pas de corporation copte, en tout cas. Il n'y a pas une corporation pour les artisans coptes ou une corporation pour les artisans juifs. Donc, il y a un genre d'interpénétration. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans le public, je vous propose de remercier encore notre conférencière de ce soir. Cette très belle présentation. Merci beaucoup.